Une nuit sous la neige. Mars 1992, Sydney, Nouvelle-Écosse, une petite ville côtière du Canada. Enveloppée par une tempête de neige. Les rues sont silencieuses, les flocons tombent sans relâche, et la nuit semble figée dans un froid mordant. Au cœur de cette obscurité, une lumière brille. Celle de l'épicerie Big Ben's, ouverte 24 heures sur 24, un refuge pour les âmes nocturnes. À l'intérieur, Marie Dupe, 28 ans, travaille seule. Elle arrange les rayons, peut-être vérifie l'heure en attendant la fin de son quart. Mais cette nuit-là, tout bascule. Quelques heures plus tard, un client entre et découvre une scène d'horreur. Marie gît au sol, assassinée avec une violence inouïe. Qui a pu commettre un tel acte? Pourquoi Marie? Et comment, dans une ville où tout le monde se connaît, un crime aussi brutal a-t-il pu rester si longtemps sans réponse? Bienvenue dans les ombres du crime, un podcast où nous plongeons dans les méandres de l'affaire Marie Dupe. Une enquête qui a marqué Sydney et révélé les limites de la justice à une époque où la science balbutiait encore. Remontons au 22 mars 1992. À Sydney, Nouvelle-Écosse, une ville de 26 000 âmes, nichée sur l'île du Cap Breton. C'est une communauté tissée, serrée, où les hivers rigoureux rythment la vie. Cette nuit-là, une tempête de neige isole la ville. Les routes sont quasi impraticables. Les habitants restent cloîtrés chez eux. Mais l'épicerie Big Ben's, sur une artère principale, reste ouverte, fidèle à sa promesse d'accueillir les clients à toute heure. Marie Dupe, 28 ans, est de service. On sait peu de choses sur son quotidien, mais elle est une employée de nuit, un travail exigeant dans un commerce qui ne dort jamais. L'épicerie, avec ses néons criards et ses rayons bien garnis, est un point de repère pour les habitants. Vers 3 heures du matin, un client entre. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. Marie est au sol, derrière le comptoir, baignant dans son sang. Sa gorge a été tranchée avec une brutalité extrême. La police de Sydney est alertée immédiatement. Malgré la tempête, les agents convergent vers Big Ben's. La scène est glaçante. Pas de désordre apparent, pas de caisse vidée, pas d'arme du crime. Le meurtre semble ciblé, mais aucun indice évident ne se dessine. Les enquêteurs notent l'absence de traces de lutte. Marie a-t-elle été surprise? Ou connaissait-elle son agresseur? Les premières constatations sont compliquées par les conditions météorologiques. La neige a recouvert toute trace extérieure. Pas d'empreinte de pas, pas de marque de pneus. Les enquêteurs savent que chaque minute compte. Mais la tempête joue contre eux, effaçant les indices comme un tableau noir sous une éponge. L'autopsie révèle que Marie est morte d'une blessure à la gorge.
infligée avec une lame tranchante. La violence de l'attaque suggère une rage ou une intention claire, mais aucun mobile ne se dégage. Les enquêteurs prélèvent des échantillons. Sang, cheveux, traces sous les ongles, dans l'espoir que la science pourra parler. Mais en 1992, l'analyse ADN est encore rudimentaire. Les échantillons sont archivés en attendant des jours meilleurs. L'enquête démarre dans l'urgence, mais les obstacles s'accumulent. La tempête a non seulement effacé les indices extérieurs, mais elle a aussi limité les déplacements cette nuit-là. Peu de témoins potentiels, peu de clients. Les enquêteurs interrogent les rares personnes passées par l'épicerie avant le crime, mais personne n'a rien vu d'inhabituel. Le premier réflexe est d'explorer la piste du vol. Big Ben's est un commerce ouvert la nuit, une cible facile pour un voleur opportuniste. Mais la caisse contient encore de l'argent. Les rayons sont intacts. Cette absence de mobile apparent déroute les enquêteurs. Si ce n'est pas un vol, alors quoi? Une vengeance? Une rencontre fortuite qui a mal tourné? La police se tourne vers l'entourage de Marie. Ses proches, ses collègues et ses connaissances. Rien n'indique qu'elle avait des ennemis. Marie était une femme ordinaire, sans histoire connue, travaillant simplement pour subvenir à ses besoins. Les enquêteurs explorent aussi la piste d'un rôdeur, un individu de passage profitant de la tempête pour agir. Sydney, bien que petite, n'est pas à l'abri des crimes opportunistes. Mais cette théorie ne tient pas longtemps. La précision du meurtre, la sauvagerie de l'attaque, tout pointe vers une intention plus personnelle. Les semaines passent, la police élargit son filet, interrogeant des suspects locaux, des clients réguliers, des individus avec un casier judiciaire. Mais rien de concluant. Les échantillons ADN prélevés sur la scène ne peuvent être exploités efficacement avec la technologie de 1992. Les bases de données génétiques sont limitées et les analyses prennent des mois. L'enquête s'enlise et le dossier Marie-Dupe devient ce que les anglo-saxons appellent un cold case. Mais à Sydney, l'affaire ne s'efface pas des mémoires. Les journaux locaux parlent du tueur de Big Ben. La communauté est secouée. Les habitants, habitués à une vie paisible, commencent à verrouiller leurs portes. Les commerces de nuit renforcent leur sécurité. L'épicerie Big Ben's devient un lieu marqué par la tragédie, un rappel constant de l'horreur. Pour comprendre l'affaire Marie-Dupe, il faut replonger dans le contexte de 1992. Sydney, Nouvelle-Écosse, n'est pas une grande métropole. C'est une ville industrielle marquée par le déclin de l'aciérie locale. Le chômage est élevé, les hivers sont durs et la vie peut être rude pour beaucoup.
Les commerces comme Big Ben's jouent un rôle central. Ce sont des points de rencontre dans une communauté où les liens sont forts. Mais cette époque, c'est aussi celle des limites technologiques. En 1992, l'analyse ADN en est à ses débuts. Les bases de données génétiques sont embryonnaires et les enquêteurs doivent souvent s'appuyer sur des méthodes traditionnelles, sur des témoignages, des alibis, des intuitions. Dans une petite ville comme Sydney, où les crimes violents sont rares, un meurtre comme celui de Marie Dupe est un choc culturel. L'affaire soulève aussi des questions sur la sécurité des travailleurs de nuit, en particulier des femmes. Marie travaillait seule dans un commerce ouvert à toute heure, sans caméra de surveillance ni système d'alarme sophistiqué. À l'époque, ces mesures étaient rares, surtout dans une ville comme Sydney. Le meurtre met en lumière une vulnérabilité que beaucoup préféreraient ignorer. Les années passent et l'affaire reste irrésolue. Les enquêteurs gardent le dossier ouvert mais sans nouveaux indices. Leurs options sont limitées. La famille de Marie, bien que discrète dans les archives, continue d'espérer que justice sera rendue. La communauté, elle, n'oublie pas. Chaque article de journal, chaque anniversaire du crime ravive la douleur et l'incompréhension. Le tournant de cette affaire arrive au début des années 2000. Les progrès en analyse ADN révolutionnent les enquêtes criminelles. Les échantillons prélevés sur la scène de crime en 1992, du sang, des cheveux, des traces biologiques, sont réexaminés avec des technologies plus précises. Un profil ADN clair émerge, un profil qui n'était pas exploitable une décennie plus tôt. Ce profil est entré dans une base de données nationale. Les enquêteurs savent que leur meilleure chance est une correspondance avec un individu déjà fiché. Et en 2001, presque 10 ans après le meurtre, cette correspondance arrive. L'ADN pointe vers Ernest Stonebridge, un homme connu pour des délits mineurs, mais qui n'était pas un suspect initial. Stonebridge est localisé et interrogé. Il nie toute implication, mais son alibi pour la nuit du 22 mars 1992 est flou. Les enquêteurs découvrent qu'il fréquentait l'épicerie Big Ben's à l'époque, un détail qui le place dans l'orbite du crime. Les preuves ADN combinées à ces éléments circonstanciels suffisent pour l'inculper. Le procès en 2002 attire l'attention de toute la Nouvelle-Écosse. Les preuves génétiques, encore nouvelles pour le public, sont au cœur du dossier. Stonebridge est reconnu coupable du meurtre de Marie Dupe. La condamnation est un soulagement pour beaucoup, mais elle laisse une question en suspens. Pourquoi ? Ernest Stonebridge est condamné, mais le mobile du crime reste un mystère. Était-ce une impulsion violente ? Une altercation qui a dégénéré ? Les archives ne disent rien de précis.
L'absence de vol, la brutalité de l'attaque, tout suggère une motivation complexe, peut-être personnelle, mais les détails manquent. L'affaire Marie-Dupe illustre les forces et les faiblesses de la justice. Sans les avancées ADN, Stonebridge n'aurait peut-être jamais été identifié. Mais même avec une condamnation, certaines réponses échappent encore. La famille de Marie, la communauté de Sydney doivent vivre avec ces zones d'ombre. L'héritage de cette affaire, c'est aussi une prise de conscience. Les commerces de nuit adoptent des mesures de sécurité plus strictes. Les enquêteurs apprennent à préserver les indices biologiques, même sans technologie immédiate pour les exploiter. Et pour Sydney, le souvenir de Marie-Dupe reste une blessure. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire des ombres du crime. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Je te remercie pour ta fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire.